La pluie ne tombait pas. Elle s'abattait avec la fureur d'un ciel en colère. Chaque goutte, froide comme de la glace, transperçait ma fine veste, achetée l'an passé dans un magasin d'occasion, qui maintenant pesait lourdement contre mon uniforme de serveuse. Inutile. Chicago en novembre était une épreuve, mais cette nuit, c'était une vendetta personnelle. Mes baskets, gorgées d'eau, produisaient un bruit de succion à chaque pas, l'eau clapotant entre mes orteils. Ma journée de travail s'était achevée avec deux heures de retard, et le dernier buste était déjà parti. Cela signifiait 3 miles à parcourir à pied, dans des rues faiblement éclairées, accablé par l'épuisement et la dure réalité que mes pourboires de ce soir ne couvriraient même pas mes courses de la semaine prochaine. Les réverbères se fondaient en auréoles lumineuses à travers le rideau de pluie. Mes cheveux, autrefois soigneusement attachés pour le travail, collaient maintenant en mèches désordonnées sur mon visage. Mes lèvres tremblaient, non seulement de froid, mais aussi du désespoir qui s'insinue après une lutte trop longue qui semble ne jamais finir. Continue d'avancer, me suis-je dit, ma voix étouffée par la tempête. Une voiture vrombissante passa en trombe, projetant une vague d'eau sale sur mes jambes. Je n'avais même plus la force de maugréer. Mon corps était endolori après 12 heures passées à porter des plateaux, à sourire à des inconnus et à faire semblant de ne pas agoniser intérieurement. Mes mains sentaient encore légèrement la sauce marinara et l'eau de Javel. C'est alors que j'ai remarqué les phares derrière moi ralentir, de manière trop délibérée. Le véhicule ne passa pas en rugissant comme les autres. Il glissa à mes côtés, noir, élégant, prédateur. Il ronronna à mon niveau avec la patience d'un chasseur observant une proie défaillante dans l'obscurité. La vitre teintée s'abaissa avec une précision mécanique. « Mademoiselle » dit une voix profonde, douce, avec un accent italien peut-être, ou quelque chose d'européen qui transformait chaque syllabe en un murmure. « Vous allez geler à marcher sous cette tempête. Permettez-moi de vous proposer un trajet. » J'ai gardé la tête baissée, l'eau dégoulinant de mes cils, mes instincts hurlant plus fort que le tonnerre. « Ne parle pas, ne t'arrête pas, continue à marcher. » « Je n'accepte pas les trajets d'inconnus, ai-je marmonné, juste assez fort pour m'entendre par-dessus la pluie. La voix de ma mère résonnait dans ma tête, un écho de l'enfance. « Ne monte jamais dans une voiture que tu ne connais pas. » L'inconnu a doucement gloussé, un son qui m'a glacé la colonne vertébrale de manière inexplicable. Une règle sage, mais les règles sont faites pour être transgressées sous certaines tempêtes. La voiture s'est déplacée lentement pour s'adapter à mon rythme. Je sentais son regard, perçant même à travers les ombres du siège arrière. Un éclair a déchiré le ciel, et pendant une fraction de seconde, je l'ai aperçu. Des épaules larges, une mâchoire anguleuse parsemée d'une barbe naissante, des yeux qui semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Une bague brillait à sa main, dorée, lourde, scintillant avec l'éclair de la tempête. « Vous tremblez, » dit-il. Mes dents claquaient si violemment que je craignais qu'elles ne se brisent. Il avait raison, je me suis serré plus fort, tentant de continuer. « Où allez-vous » demanda-t-il, la voix calme et posée. J'aurais dû me taire, mais la pluie avait transpercé mes os, entraînant avec elle tout mon sens commun. « Au Westfield Apartments » ai-je lâché, avant de pouvoir me retenir. Le regret m'a immédiatement noué la gorge. « Stupide, on ne dit pas à un inconnu où l'on habite. »« Ah » dit-il, comme s'il le savait déjà. Mon estomac se tordit. Personne ne parle comme ça, à moins d'être déjà informé. C'est sur mon chemin. Ce n'était pas le cas. Pas pour quelqu'un conduisant une voiture comme la sienne, pas pour quelqu'un dont le costume coûtait probablement plus que mon loyer. Le tonnerre roula si fort qu'il fit trembler le sol. Mes jambes vacillaient, mes chaussures couinaient, et pour la première fois cette nuit-là, la voiture noire ne me sembla pas être le plus grand danger. La pneumonie dont il avait parlé me paraissait plus proche encore. « D'accord » ai-je murmuré, le mot presque perdu dans la tempête. « Merci. » La porte arrière s'ouvrit silencieusement. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué les autres, le chauffeur, les yeux rivés sur la route, et un autre homme sur le siège passager, tous deux immobiles comme des statues. Aucun ne me regardait. Leur inertie était, d'une certaine manière, pire que la curiosité. J'ai glissé à l'intérieur, traînant des flaques d'eau avec moi. L'habitacle était chaud, imprégné d'odeurs de cuir, de tabac et de quelque chose d'onéreux que je ne pouvais identifier. Une musique classique flottait doucement depuis des haut-parleurs dissimulés, étrangement calme comparé au chaos extérieur. L'homme à côté de moi se déplaça, plus âgé que je ne l'avais d'abord pensé, peut-être au début de la quarantaine, mais le genre d'âge qui le rendait plus fort, plus acéré, plus dangereux.
Son costume était si parfaitement ajusté qu'il semblait lui avoir été cousu sur mesure. « Vous êtes trempé », observa-t-il en pressant un bouton. Une cloison s'éleva entre nous et les hommes à l'avant, nous isolant dans une bulle privée. Il atteignit sous le siège et en tira une couverture pliée, douce et lisse. « Tenez. » J'hésitais. « Je vais la gâcher. »« Elle peut être remplacée, » dit-il, comme si l'argent n'avait aucune importance, comme si tout pouvait être remplacé sauf peut-être moi. Je l'ai enroulée autour de mes épaules, la chaleur se répandant sur ma peau gelée. Mon corps frissonna de soulagement. « Quel était votre nom » demanda-t-il, la voix patiente. « Émilie, » dis-je après une pause. Ma voix parut petite, trop fragile dans ce monde de pouvoir et d'ombre veloutée. « Émilie Carter » acquiesça-t-il, comme s'il approuvait une décision que je n'avais pas réalisé avoir prise. « Vous pouvez m'appeler Adrien » Mon pouls s'accéléra. « Merci, Adrien. »« Le plaisir est pour moi. » Ses yeux s'attardèrent sur moi, sombres et illisibles, comme s'il cherchait quelque chose. La voiture accéléra, glissant dans les rues avec une efficacité à peine bruyante. Je réalisais avec un sursaut d'appréhension que nous ne nous dirigions pas du tout vers Westfield. Les enseignes néons que je connaissais, les trottoirs fissurés de mon quartier, s'éloignaient derrière nous. « Ce n'est pas le chemin, » dis-je, la panique transparaissant dans ma voix. « Non, » acquiesça-t-il calmement. « Ce n'est pas le cas. » L'air s'épaissit entre nous. « Faites demi-tour, » exigeai-je, ma voix montant malgré mes tremblements. « Je dois rentrer chez moi. » Son regard resta fixé sur le mien, inébranlable. « Chez vous, » répéta-t-il, savourant le mot comme s'il ne m'appartenait pas. Un appartement avec des serrures brisées, des murs fins comme du papier et des voisins qui n'entendraient pas vos cris. Est-ce vraiment là que vous souhaitez retourner ce soir ? Ma gorge se serra. Il ne devinait pas. Il savait. Comment ? Il leva la main, me faisant taire. J'ai une meilleure suggestion. La voiture tourna avec une douceur soyeuse à travers des portes en fer forgé que j'avais croisées auparavant mais jamais vues ouvertes. Elles se refermèrent derrière nous avec une décision finale qui me tordit l'estomac. « Qu'est-ce que vous faites ?» Ma voix se brisa. « Je vous offre un abri contre la tempête, un repas chaud, des vêtements qui ne sont pas trempés, du repos. Je n'ai jamais accepté. » Il se pencha, ses yeux brillants dans la pénombre. « Vous n'avez pas refusé. » Un autre frisson me parcourut. Pas de froid cette fois. La voiture contourna une fontaine éclairée par le dessous, l'eau scintillant contre la tempête. Devant se dressait une demeure de pierre et de colonnes, dont les fenêtres brillaient d'une lumière dorée contre le ciel noir. Elle semblait avoir été arrachée à un autre siècle et déposée à Chicago. J'avalais difficilement. Chaque instinct me criait de courir, de m'échapper, de me battre. Mais les portes étaient déjà closes. La voiture s'était déjà arrêtée, et les yeux d'Adrien Moretti étaient toujours fixés sur moi, patients, certains, comme si j'avais été attendu depuis le début. La porte s'ouvrit. La pluie et le vent se précipitèrent, se mêlant à la chaleur intérieure. « Juste le temps que la tempête passe », dit-il doucement, une pointe d'amusement étirant ses lèvres. J'hésitais, ma main figée sur la poignée de la porte. Étais-je en train d'entrer en sécurité ou dans le genre de danger dont on ne s'échappe jamais ? La tempête me suivit à l'intérieur, s'accrochant à mes vêtements, dégoulinant de mes cheveux, formant des flaques sur le sol de marbre. Les portes se refermèrent derrière moi, avec un son qui n'était pas celui du bois. C'était plus lourd, métallique, définitif, comme la fermeture d'un coffre-fort. Je me figeais. Le foyer s'étendait devant moi, tel le hall d'un palais oublié. Un lustre resplendissait au-dessus, ses cristaux projetant des éclats de lumière fracturés sur le plafond, dont les peintures m'échappaient. Mon appartement entier aurait pu tenir 2 fois dans cette entrée. 2 hommes en costume surgirent de nulle part, leurs pas feutrés par les tapis persans. L'un récupéra ma veste trempée sans poser de questions. L'autre me tendit une serviette que je ne me souvenais pas avoir saisie. Ils se mouvaient comme des ombres, silencieux, efficaces, habitués. J'ouvris la bouche pour parler, mais les mots moururent sur mes lèvres. « Vous me pardonnerez la formalité » La voix d'Adrien vint de derrière moi. Il avait déjà retiré son manteau, et même sans lui, sa présence emplissait la pièce. Il désigna nonchalamment le grand escalier, comme si j'étais une simple invitée à un dîner mondain, et non une serveuse dégoulinante traînée de la rue. Cette maison a ses traditions. Mes chaussures grinçaient contre le sol tandis que je me déplaçais. « Je n'ai pas accepté de rester ici. Vous avez accepté de ne pas discuter, » dit-il d'une voix suave, comme si c'était la même chose. « Vous vous reposerez ce soir. Demain, si vous souhaitez toujours retourner à votre appartement, je ferai le nécessaire. » J'eus envie de protester, de lui cracher que je ne lui faisais pas confiance, que tout cela sentait le piège. Mais mon corps me trahit.
La chaleur de l'air, la douceur de la serviette dans mes mains, la façon dont mes os engourdis cessaient enfin de me faire mal, tout conspira contre moi. Et puis vint le frisson. Pas de froid cette fois, mais de fièvre. Mes genoux fléchirent légèrement, assez pour qu'Adrien le remarque. Madame Langston. Le nom était un ordre, et instantanément, une femme âgée apparut en haut de l'escalier. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon serré. Son uniforme était immaculé, amidonné, les bords plus tranchants que des couteaux. Elle descendit avec la grâce tranquille de quelqu'un qui habitait cette maison, depuis plus longtemps que quiconque. « Oui, monsieur. » Sa voix était nette, polie, brève. « Notre invité a besoin d'être logé. Invité. » Le mot sonnait faux, comme appeler une cage un sanctuaire. Les yeux de Madame Langston me balayèrent. Pas méchamment, mais pas chaleureusement non plus. Elle évaluait, mesurait. Je me sentais mise à nu sous son regard. « Par ici, mademoiselle Carter, » dit-elle, et se retourna sans attendre que je la suive. Je jetai un coup d'œil à Adrien, mais il parlait déjà à voix basse avec l'un des hommes en costume. Son dos était partiellement tourné, comme si ma décision n'avait plus d'importance. Mes pas résonnaient faiblement, tandis que mes jambes gravissaient à l'escalier à la suite de Madame Langston. Les murs semblaient me dévisager, des portraits d'hommes austères et de femmes élégantes, figés dans leur cadre doré, me fixaient de leurs yeux peints avec une familiarité troublante. Au sommet de l'escalier, un couloir long et silencieux s'étirait. Mon reflet hantait les parquets lustrés, pâles et fragiles face au luxe environnant. Madame Langston ouvrit une porte et s'écarta. « Ce sera votre chambre. » Le mot « chambre » était bien en dessous de la réalité. C'était une suite, un lit, assez grand pour 4 personnes, drapé de soie blanche, son cadre sculpté brillant de feuilles d'or. Des fenêtres allant du sol au plafond donnaient sur les jardins, leurs vitres floues sous la pluie battante. Une cheminée scintillait doucement dans un coin, projetant des ombres sur des murs tapissés de bibliothèques remplis à craquer. Je restai figé, ma serviette serrée contre ma poitrine. « Ce n'est pas nécessaire. » Son expression demeura inchangée. Monsieur Maury insiste. Je n'ai rien demandé. Vous trouverez une chemise de nuit préparée sur la chaise, m'interrompit-elle avec une fluidité déconcertante. Vos chaussures seront séchées. Un médecin a déjà été appelé. Je clignai des yeux. Un médecin? Vous êtes malade, affirma-t-elle comme une évidence. Il serait irresponsable de ne pas la soigner. Quelque chose céda en moi. C'est insensé. Vous ne pouvez pas décider des choses pour moi comme ça. Je ne le connais même pas. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Les yeux de Madame Langston s'adoucirent à peine, comme la plus fine des fissures dans le marbre. Je comprends. Cela prendra sens avec le temps. Je détestais la façon dont elle l'avait dit, comme si elle savait déjà ce que j'allais choisir, ce qui allait arriver, comme si mon avenir était un script qu'elle avait lu des années auparavant. Je m'adossai au mur, cherchant mon souffle. La chaleur du feu s'insinuait en moi, atténuant la colère, la remplaçant par une lassitude profonde. Ma vision se brouilla un instant. « Vous devriez vous reposer », dit-elle plus doucement. « Vous disputer ne changera rien ce soir. » Et sur cette note, elle disparut, la porte se refermant derrière elle avec un clic sinistre. Je m'y précipitai immédiatement. La poignée tourna, mais seulement à moitié. Verrouillée de l'extérieur, mon estomac se serra. Je titubai jusqu'au lit et m'y affalai lourdement. La couverture de soie devint froide sous mes mains tremblantes. La tempête grondait toujours contre les fenêtres, mais elle n'était pas aussi bruyante que celle qui faisait rage en moi. Haute, prisonnière, qu'étais-je? Le feu crépita doucement, et je remarquai la chemise de nuit pliée sur la chaise. Soie bleu pâle, dentelle délicate. Mon nom, Émilie, brodé sur le col en fil d'argent. Le sang se glaça dans mes veines. Je n'avais dit mon nom complet à personne, ni à Madame Langston, ni aux hommes en costume, seulement à Adrien. Je ramassai la chemise de nuit, mes doigts tremblants. Le tissu était doux comme de l'eau sur ma peau. Trop parfait, trop précis. Quelqu'un avait planifié cela. Mon reflet dans le miroir me regardait, pâle et humide, serrant un vêtement qui ne m'appartenait pas, mais qui semblait m'attendre depuis toujours. Un coup sec et délibéré me tira de mes pensées. « Mademoiselle Carter !» La voix de Madame Langston, feutrée à travers le bois. « Le docteur vous verra sous peu. » J'ouvris la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit. La fièvre me donnait le vertige. Je laissai tomber la robe sur la chaise et m'effondrai sur le lit, le matelas m'engloutissant. La dernière chose que je vis avant que mes yeux ne se ferment fut la broderie qui brillait faiblement dans la lumière du feu, comme si mon nom avait été revendiqué par cette maison, tissée dans son étoffe bien avant mon arrivée.
Et juste avant que le sommeil ne me submerge, il me semble avoir une ombre devant la fenêtre, trop grande, trop immobile pour être un arbre dans la tempête, qui me regardait. Je me réveillais au son de murmures, des voix basses. Pas les miennes, pas dans mon rêve. Pendant une fraction de seconde, je crus être encore au restaurant, mes collègues bavardant près de la machine à café, mais ensuite des rideaux de velours apparurent dans mon champ de vision, et un plafond peint de constellations que je ne connaissais pas. L'air sentait le feu de bois et la cire de lavande, pas l'espresso brûlé et le pain à l'ail. Les voix appartenaient à 2 personnes, l'une masculine, concise et professionnelle, l'autre féminine, polie mais ferme. « Elle a de la fièvre », dit l'homme. « Épuisement, très probablement. Premier signe de pneumonie. Elle aura besoin de repos. »« Elle est têtue », répondit madame Langston. « Je doute qu'elle accepte. » Le brouillard dans ma tête se dissipa suffisamment pour que je réalise que je n'étais pas seul. Mon corps se tendit. Je me redressai, mais le mouvement brusque fit pencher la pièce. Un verre d'eau vacillait sur la table de chevet, et je le saisis avant qu'il ne se renverse. Ma gorge était sèche, ma voix un murmure. « Quoi ? Que se passe-t-il » L'homme se tourna vers moi, d'âge moyen, rasé de près, avec un stéthoscope négligemment jeté autour du cou comme un insigne. Son costume n'était pas une blouse blanche, mais il était tout aussi autoritaire. « Mademoiselle Carter, » dit-il, aussi calme que si nous étions dans sa clinique et non dans un manoir où les portes se verrouillaient de l'extérieur. « Vous avez été épuisée, mal nourrie et exposée aux éléments. Votre corps a cédé. Vous avez besoin de 3 jours de repos au lit. Je serrai la couverture plus fermement autour de moi. 3 jours, je ne peux pas. Je vais perdre mon emploi. Vous perdrez bien plus que cela si vous vous effondrez de nouveau, répondit-il d'une voix égale. Les poumons ne pardonnent pas la négligence. Je ne vous ai pas demandé, répliquai-je, bien que ma voix me fît défaut. Non, dit-il, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Mon regard se posa sur madame Langston. Elle ne bougea pas, ne sia pas, se contenta de me regarder. Vous prendrez les médicaments, poursuivit le docteur. Dormez, mangez, et quand vous vous réveillerez, vous vous sentirez plus forte. Il posa 2 pilules sur la table de chevet, à côté d'un plateau d'argent qui n'y était pas auparavant. Un bol de bouillon fumant, du pain, du beurre, le genre de repas qu'on donnerait à quelqu'un de fragile. Mon estomac se tordit, non de faim, mais de suspicion. Comment savoir que ce n'est pas, je m'arrêtai, du poison? Le dire à voix haute semblerait fou. L'expression du docteur ne changea pas. Si M. Moretti voulait vous nuire, mademoiselle Carter, vous ne seriez guère dans des draps de soie. Les yeux de madame Langston se rétrécirent légèrement, l'avertissant. Le docteur referma sa mallette et partit. La porte se referma de nouveau avec un clic. Je me retournai vers madame Langston. « Pourquoi suis-je ici? Que veut-il de moi ?» Son visage était de marbre lisse. « Vous êtes en sécurité, c'est tout ce qui compte. »« En sécurité ?» Je ris. Un rire amer et brisé. Je suis enfermé. Mes vêtements ont disparu. Un étranger connaît mon nom, mon adresse, probablement ce que j'ai mangé la semaine dernière. Ce n'est pas la sécurité. C'est... La porte s'ouvrit avant que je ne puisse finir. Adrien. Il entra comme si la pièce lui appartenait, ce qui était techniquement le cas. Mais la façon dont il se mouvait montrait clairement que la pièce ne m'appartenait pas non plus. Peu importait combien de chemises de nuit brodées il avait fait préparer. « Assez de questions pour ce soir, » dit-il avec douceur, bien que son regard ne me quittât pas. « Vous avez besoin de repos. J'ai besoin de réponses. » Ma voix tremblait, mais je la stabilisais avec force. « Pourquoi suis-je ici? Pourquoi moi ?» Il s'arrêta à quelques pas du lit, les mains jointes lâchement derrière le dos. Sa présence était écrasante, non parce qu'il était bruyant ou menaçant, mais parce qu'il n'avait pas besoin de l'être. Parce que vous marchiez seul sous la pluie, la fièvre rongeant votre corps, en direction d'un appartement où vous seriez invisible. Oubliée, morte en 1 semaine, peut-être. Je me figeai, il inclina légèrement la tête. « Êtes-vous en désaccord ?» Je voulais l'être, Dieu comme je le voulais. Mais il avait raison à propos de l'appartement, des serrures cassées, des voisins qui n'auraient pas prêté attention à mes cris. Mon silence dut être une réponse suffisante, car sa bouche esquissa quelque chose entre un sourire et un ricanement. « Vous voyez, » dit-il doucement, « parfois nous connaissons les gens avant qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. » Ma peau frissonna. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Il s'approcha, lentement et délibérément, comme un prédateur testant l'air avant de frapper. « Cela signifie, Emily Carter, que je sais plus de choses sur vous que vous ne le pensez. » Mon pouls martelait mes oreilles. « Comme quoi ?»
que vous cumulez deux emplois pour rester à flot, que vous envoyez encore de l'argent à votre mère, même si cela signifie que vous sautez des repas, que vous avez obtenu votre diplôme avec mention, mais que le monde s'en est moqué, et que vous attendiez, que vous le réalisiez ou non, que quelqu'un vous voie. Je voulais le nier, le traiter de menteur, mais la façon dont ces mots me transperçaient ne laissait aucune place au doute. Ma gorge se serra. Comment savez-vous tout cela? Adrien ne répondit pas. Au lieu de cela, il plongea la main dans sa veste et en sortit quelque chose. Une petite boîte. Il la posa sur la table à côté du bouillon intact et recula. « Qu'est-ce que c'est » Ma voix chuchota. « Quelque chose qui vous appartient, » dit-il. Je fixai la boîte, la peur et la curiosité se livrent en bataille dans ma poitrine. « Ouvrez-la » Mes mains tremblèrent en la saisissant, en soulevant le couvercle. À l'intérieur reposait un bracelet, en argent, délicat, incrusté de saphirs qui captèrent la lumière du feu. Il paraissait ancien, précieux, incroyablement hors de propos contre mes doigts, tremblants. Le fermoir, une gravure, des lettres usées mais lisibles. Carter. Je me figeais. Mon nom presque. Je levai la tête brusquement. « Qu'est-ce que c'est » Les yeux d'Adrien s'assombrirent. Un scintillement de quelque chose d'ancien et de dangereux y apparut. « Votre héritage. » Les mots lourds s'installèrent entre nous, plus lourds que les portes verrouillées, plus lourds que la tempête qui faisait toujours rage dehors. Ma bouche devint sèche. « Je ne comprends pas. »« Vous comprendrez, » dit-il d'une voix basse, définitive, « mais pas ce soir. » Il se retourna, se dirigeant vers la porte. « Attendez !» Ma voix craqua. « Vous ne pouvez pas juste. » Il s'arrêta, la main sur la poignée, sa silhouette nette découpée contre la lueur du feu. « Je peux, » dit-il doucement. « Et je le ferai. » Le verrou cliqua alors qu'il partait, me laissant avec le bracelet qui brûlait dans ma paume comme un secret dont je ne voulais pas, mais que je ne pouvais pas lâcher. Je ne dormis pas. La fièvre s'était éteinte d'elle-même, laissant derrière elle une douleur sourde dans mes os et un esprit qui refusait de se taire. Je tournai le bracelet et le retournai dans ma main. Les saphirs captaient la lumière du feu. Le nom gravé me hantait. Carter, si proche du mien, si proche que cela ne pouvait être une coïncidence. Au petit matin, je m'étais convaincu que j'obtiendrais des réponses, ou que j'y laisserais la vie. Le verrou cliqua juste au moment où la première lumière pâle traversait les rideaux. Mon corps se tendit. La porte s'ouvrit et Madame Langston entra, équilibrant un plateau. « Le petit déjeuner, » dit-elle simplement, le posant sur la table près de la fenêtre. « Je ne veux pas de nourriture, » j'ai claqué. « Je veux sortir. » Son expression ne changea pas. « Monsieur Moretti vous recevra dans le solarium, une fois que vous aurez mangé. »« Et si je refuse, il te verra quand même, » répliqua-t-elle d'un ton calme, mais inébranlable, la porte se refermant derrière elle. Mes poings se serraient. La pièce, malgré la soie et la lumière du feu, me paraissait de plus en plus petite à chaque respiration, comme si les murs se rapprochaient. Quand on frappa de nouveau une heure plus tard, ce n'était pas Madame Langston, mais lui. Adrien Moretti entra, vêtu d'un costume anthracite qui semblait absorber la lumière matinale. Sa présence emplissait l'espace aussi naturellement que le feu la veille au soir. « Tu as l'air plus forte, » dit-il, son regard évaluatif. « Tu vas m'expliquer. » Je brandis le bracelet, ma voix tremblante de peur et de défi. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il mon nom dessus ?» Ses lèvres se courbèrent à peine, comme s'il s'attendait à ma question. « Pas ton nom, » corrigea-t-il doucement. « Ton vrai nom. » Mon estomac se serra. « De quoi parlez-vous? Mon nom est Emily Carter. »« Carter, » répéta-t-il, goûtant les syllabes comme si elles étaient aigres. Puis, il sortit de sa veste quelque chose de fin et usé. Une photographie. Il me la tendit. J'hésitais, puis la lui arrachai des mains. Les bords étaient effilochés, les couleurs fanées, mais les visages étaient si reconnaissables. Un homme, aux cheveux foncés, avec le même menton têtu que j'apercevais dans mon propre reflet. Ses bras passaient nonchalamment autour d'un Adrien plus jeune. Tous deux devant une boîte de nuit, les néons flous en arrière-plan. L'homme souriait, insouciant, vibrant de vie. Mon souffle se coupa net. « C'est mon père », murmurai-je. Le regard d'Adrien ne me quitta pas. « James Carter ?»« Non », rétorquai-je, la chaleur montant à mon visage. « Il s'appelait James Carter. Il est parti quand j'avais 5 ans. Je ne l'ai jamais revu depuis. »« Parce qu'il a choisi de partir », dit Adrien d'une voix égale. « Il a choisi de couper le « eb » de son nom et les liens qui l'accompagnaient. Mais les noms, mademoiselle Carter, ne s'effacent pas si facilement. La photographie tremblait dans mes mains. « Vous mentez !» Il s'approcha, son ombre me recouvrant. « Est-ce le cas ?» Je fixai la photo, mon père à ses côtés,
une version de lui que je n'avais jamais connue, plus dure, plus vive, vivant dans un monde que je ne pouvais saisir. Ma poitrine se serra. « Pourquoi me montrez-vous ça ?»« Parce que votre père me devait une dette, » dit Adrien doucement. Une dette qu'il était mort avant de pouvoir rembourser. Le mot « dette » se logea comme une pierre dans ma gorge. Quel genre de dette ? Celle qui ne disparaît pas quand un homme fuit, répondit-il, ses yeux s'assombrissant. Celle qui retombe sur le sang. Je secouai violemment la tête. Non, quoi qu'il ait fait, c'est son problème, pas le mien. Le sang ne demande pas la permission, dit Adrien. Son ton n'était pas cruel, mais il était impitoyable. Il exige. Mes mains tremblèrent. C'est insensé. Je ne fais pas partie de votre monde. Je sers des crêpes et remplis des tasses de café. Je vis dans un taudis d'une pièce. Vous avez fait une erreur. Son regard s'adoucit, mais ne vacilla pas. Aucune erreur. Votre père savait que ce jour viendrait. C'est pourquoi il ne vous a rien laissé, pour vous garder cachée, pour vous garder petite. Des larmes montèrent à mes yeux, incontrôlables, brûlantes et furieuses. Vous vous attendez à ce que je croie que mon père était une sorte de criminel ? Je m'attends à ce que vous croyiez ce qui est devant vos yeux, dit Adrien, sa voix basse, posée. Votre père était un homme de ce monde, un homme qui a essayé de s'échapper, et maintenant vous, sa seule erreur, en subissez les conséquences. Mon souffle était irrégulier, ma prise sur la photographie se resserrant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Que voulez-vous de moi ? Adrien m'étudia longuement, puis prit le bracelet de ma main et l'attacha à mon poignet avec une douceur surprenante. « Pas ce que je veux, dit-il, ce que vous devez. » Le métal était froid contre ma peau, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, comme une entrave. J'avais envie de l'arracher, de le lancer à travers la pièce, mais quelque chose m'en empêcha. Peut-être la façon dont ses doigts s'attardèrent un peu trop longtemps sur mon pouls, peut-être la lueur de quelque chose de presque humain dans ses yeux, ou peut-être cette pensée lancinante et terrible qu'il disait la vérité. Adrien recula, sa voix reprenant un ton professionnel. « Vous aurez des choix bientôt, mais d'abord, il faut écouter. Vous apprendrez, vous déciderez de revendiquer votre nom ou de l'abandonner à jamais. Et si je l'abandonne, ma voix n'était qu'un murmure. Il sourit faiblement, sans chaleur. Alors vous découvrirez qu'il n'est pas si facile de s'éloigner. Votre père a essayé, il a échoué. Vous n'aurez peut-être pas la même chance. » Ces paroles s'installèrent lourdement dans la pièce, plus lourdes que le silence qui suivit. Et dans ce silence, je réalisais quelque chose de terrifiant. Je n'avais pas seulement pénétré dans la maison d'Adrien Moretti, j'avais pénétré dans l'ombre de mon père. Le solarium, une cathédrale de verre et de fer, baignait sous une lumière du soleil qui s'infiltrait de toutes parts. Malgré la mi-novembre et les nuages persistants d'après-tempête, l'espace rayonnait. Des plantes luxuriantes et tropicales y fleurissaient, une jungle secrète au cœur de Chicago. Au fond, une table était dressée, nappes blanches, verres en cristal, une chaise solitaire faisant face à la place d'Adrien Moretti. J'hésitais sur le seuil, mais pas mal assuré. Le parquet luisait comme de la pierre polie sous mes chaussures empruntées. Mon propre reflet me renvoyait l'image d'une femme petite et tremblante. « Émilie, » dit Adrien, se levant de sa chaise avec une courtoisie d'un autre temps. « Venez vous asseoir. » Chaque instinct me criait de faire demi-tour, de courir, de me jeter contre les portes verrouillées jusqu'à ce qu'elles cèdent. Mais ses yeux retenaient les miens, calmes, fixes, m'attirant comme une marée irrésistible. Je m'assis. Un serveur apparut comme par enchantement, déposant des assiettes que je n'avais pas vues apporter. Du saumon, de délicats légumes verts, une nourriture qui ressemblait à de l'art, comparée aux plats gras du restaurant où je travaillais. Je n'y touchais pas. Adrien coupait sa nourriture avec des gestes précis. Chaque mouvement semblait délibéré. « Vous devez avoir faim. » « Je n'ai pas faim. » Ma voix était plus tranchante que je ne l'aurais voulu. « La peur coupe l'appétit, » dit-il calmement. Mais la faim finit toujours par l'emporter. Je serrai le bord de la table. « Dites-moi pourquoi je suis ici. » Son regard glissa vers le bracelet à mon poignet, puis revint sur mon visage. « Parce que vous n'êtes pas Emily Carter, serveuse. Vous êtes Emily Carter, son héritière. Je ne veux être l'héritière de personne, » l'anciai-je. « Je veux retrouver ma vie. » « Quelle vie ?» Son ton s'aiguisa, juste assez pour couper. « Celle où vous travaillez 2 équipes et vous écrouliez sur votre canapé, celle où vos voisins ne connaissent pas votre nom, celle où une pneumonie a failli vous tuer dans la rue. » La chaleur monta à mes joues. Au moins, c'était ma vie. Il se pencha en arrière, m'observant. « Et si vous n'aviez pas le luxe du choix ?» Je figeai. « Il y a des hommes, » continua-t-il, sa voix basse, mesurée,
qui donnerait n'importe quoi pour savoir ce que je sais déjà. Que la lignée de James Carter ne s'est pas éteinte avec lui, que sa fille arpente cette ville, qu'elle porte son nom, son héritage, ses dettes. Les mots tombaient comme des pierres. Des familles rivales, murmurai-je. Adrien inclina légèrement la tête, un acquiescement sans détail. S'ils vous découvrent sans protection, ils ne vous offriront pas de draps de soie ni de médicaments. Ils vous utiliseront, vous briseront ou vous enterreront. Mes mains tremblaient sur mes genoux. Vous mentez, dis-je, mais la conviction n'y était pas. Il fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, des photographies, des clichés de surveillance granuleuse. Moi sortant du restaurant, moi attendant à l'arrêt de bus, moi déverrouillant la porte de mon appartement. Mon souffle se coupa net. « Ils vous cherchent déjà ?» dit Adrien doucement. « Et ils ne sont pas délicats. » Je repoussai le dossier vers lui. « Pourquoi me montrer ça ? » « Pour vous effrayer, pour vous donner de la clarté, » répondit-il. « Vous avez deux chemins. » Ses yeux se posèrent sur les miens. « Revendiquez votre héritage. Entraînez-vous sous ma tutelle. Prenez la place qui vous revient de droit, celle que votre père a abandonnée. Avec ma protection, vous vivrez. Plus que vivre, vous exercerez un pouvoir. » Les mots s'enroulaient autour de moi, lourds, séducteurs, terrifiants. « Et l'autre chemin ?» forçai-je. « Vous y renoncez publiquement, formellement. Vous me transférez tous les droits, toutes les revendications. J'absorberai ce qui reste des avoirs des Carter. En échange, je vous donnerai une nouvelle identité, une nouvelle vie, loin de Chicago. Vous serez en sécurité, à l'aise, oublié. Exil. » Le mot avait un goût de cendre. « Et si je ne choisis ni l'un ni l'autre ?» demandai-je, bien que je craignais déjà la réponse. Le regard d'Adrien ne vacilla pas. « Alors vous quitterez cet endroit sans protection, avec chaque famille de cette ville connaissant votre nom. 3 jours, c'est le temps que vous survivriez. » Le silence s'écrasa sur la table. Je voulais lui crier dessus, le traiter de menteur, l'accuser d'avoir inventé tout ce cauchemar. Mais les photographies dans ce dossier étaient réelles. Le bracelet à mon poignet était réel. La manière dont il parlait, calme, certain, impitoyable, était réelle. Ma poitrine me faisait mal. Pourquoi moi ? Pourquoi vous intéressez-vous à ça ? Pour la première fois, son expression vacilla, quelque chose de presque humain traversant ses yeux. « Parce que le sang nous lie tous, Émilie, » dit-il doucement. « Ton père était mon frère à tous égards, sauf par le sang, et quand il est parti, il m'a pris quelque chose que je ne pourrai jamais pardonner. » L'air quitta mes poumons. « Moi ?» Le regard d'Adrien s'assombrit. « Tu n'étais jamais destiné à être invisible. » Je ne pouvais plus respirer, plus penser. Le bracelet me semblait plus lourd que jamais, les saphirs s'enfonçant dans ma peau comme des chaînes. Je voulais l'arracher, mais quand je levai les yeux, Adrien me regardait toujours, patient, sûr de lui, comme s'il connaissait déjà le chemin que je choisirais. Ce n'est que le lendemain matin que je réalisais que quelque chose n'allait pas. Pas mal de la façon dont tout était mal ici, les portes verrouillées, le personnel qui ne me regardait jamais dans les yeux, le bracelet que je ne pouvais pas m'empêcher de toucher. C'était différent. Au moment où je me suis réveillé, j'ai remarqué les livres empilés soigneusement sur une étagère. Mes livres, des poches cornées que j'avais achetées d'occasion, leur dos craqué, leurs pages tachées de café. Je me suis assise brusquement, ma poitrine se serrant. J'ai scanné la pièce. Sur la commode, la courte pointe de ma grand-mère, fanée et effilochée, parfaitement pliée. Sur le bureau, ma tasse ébréchée avec le logo fané du restaurant. Dans le coin, le sac de sport que j'avais glissé sous mon lit à Westfield, dézippé et vidé de ses vêtements. Ils étaient entrés dans mon appartement. J'ai jeté les couvertures et titubé vers le sac, mon cœur tambourinant. À l'intérieur, tout était là. Mon portefeuille, mon modeste téléphone, le petit porte-clés orné d'une bombe lacrymogène. Rien ne manquait, et étrangement, c'était cela qui rendait la situation encore plus insoutenable. Il n'avait rien subtilisé, mais il m'avait pourtant tout pris. La porte s'ouvrit avant même que je ne puisse assimiler la situation. Madame Langston entra, son visage affichant l'imperturbable sérénité habituelle. « Je vois que vous avez remarqué, » dit-elle, jetant un œil au livre, à la courte pointe et à la tasse. « Monsieur Moretti a pensé que vous seriez plus à l'aise dans un environnement familier. » Ma voix se brisa. « Vous avez pénétré chez moi, vous avez fouillé mes affaires. Ce n'est pas du confort, c'est une intrusion. » Son regard s'adoucit à peine. « Vous n'aurez pas besoin d'y retourner. Votre contrat de location a déjà été réglé. »« Réglé ?» répétai-je, la bile montant à mes lèvres. « Vous voulez dire payer et annuler ? Vous n'aviez aucun droit. »« Vous comprendrez avec le temps, » murmura-t-elle. J'avais envie de hurler,
de jeter tous les livres de l'étagère, de balancer cette courte pointe dans le foyer, juste pour prouver que cet endroit ne pouvait pas engloutir ma véritable identité. Mais mon corps me trahissait encore, faible, épuisé, vidé par tant d'émotions. Madame Langston déposa un plateau sur la table. Toast, thé, miel. Mon estomac gargouilla malgré mon regard furieux. « Mangez, dit-elle simplement. Vous aurez besoin de force. »« Pourquoi faire ?» exigeai-je. Son silence fut une réponse suffisante. Après son départ, je tournais en rond dans la pièce comme une bête en cage. Mes propres affaires semblaient étrangères ici, comme si elles avaient été dérobées non pas de mon appartement, mais de ma vie. Plus rien n'avait sa place. Ni les murs de soie, ni la tasse ébréchée, ni même moi. Je pressais mon front contre la fraîcheur de la vitre. Les jardins s'étendaient en contrebas, parfaitement entretenus et infinis, cernés de hauts murs. Au-delà du léger scintillement de la rivière Chicago, quelque part au loin, le monde continuait sa course. Les restaurants ouvraient, les bus ronronnaient, les gens se plaignaient de la pluie, ignorant la chance qu'ils avaient d'être libres. Un bruit me tira de mes pensées, un murmure indistinct, des voix dans le couloir, devant ma porte. Je retins mon souffle, écoutant attentivement. Je sais déjà qu'elle est ici. Ces mots firent découler la glace le long de ma colonne vertébrale. Les familles sont agitées. S'ils confirment qu'elle est vivante, Moretti ne les laissera pas l'approcher. Pas tant qu'elle est sous son toit. Le silence revint, puis des pas s'éloignèrent. Mon pouls martelait mes tempes. Ils parlaient de moi. Des familles rivales. Le danger contre lequel Adrienne m'avait mis en garde n'était pas lointain. Il rôdait déjà. Je m'assis sur la couette, serrant le bracelet comme s'il pouvait me maintenir ancré. C'est alors que la porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, ce n'était pas Madame Langston, mais Adrien. Il pénétra dans la pièce, son costume aussi impeccable que la veille, ses yeux plus perçants, plus sombres. Il me regarda, puis mes livres, ma courte pointe, la tasse sur le bureau. « Vous avez apporté mes affaires ici », dis-je avant qu'il ne puisse parler. Ma voix tremblait de fureur. « Oui », admit-il, « je veux que vous vous sentiez chez vous. »« Ce n'est pas chez moi, » dis-je. Il m'étudia, imperturbable face à l'amertume de mon ton. « Ça le deviendra avec le temps. Vous n'avez pas à en décider ainsi. » Son regard croisa le mien, stable, inflexible. « Émilie, tout ce qui touche à votre vie est déjà en marche. Que vous l'acceptiez ou non, les familles savent de qui vous êtes. Elles observent, elles attendent. Et si vous sortez de ces murs, sans protection, vous ne survivrez pas. » Ces mots faisaient l'écho au murmure que j'avais entendu, et l'appréhension se répandit, froide et lourde, dans ma poitrine. Mes mains tremblaient, tandis que je serrais le bracelet plus fort. « Alors c'est ça. Je suis piégé ici jusqu'à ce que je devienne ce que vous voulez que je sois. » L'expression d'Adrien ne changea pas, mais ses yeux s'assombrirent. « Non pas ce que je veux, ce pourquoi vous êtes né. » La pièce sembla se faire plus petite, les murs se rapprochant, le bracelet brûlant contre ma peau. Et, pour la première fois, je réalisais qu'il n'exagérait pas. Le monde extérieur connaissait déjà mon nom. Le bracelet brûlait sur ma peau, comme s'il possédait son propre battement de cœur. Assise au bord du lit, j'essayais de respirer, mais les murs semblaient se refermer, le silence trop pesant. Dehors, les jardins restaient immobiles, gorgés par l'orage. Pourtant, je sentais des regards posés sur moi, partout. La porte grinça, s'ouvrant sans un coup. Adrien Moretti emplit l'encadrement. Il n'avait pas besoin de parler. Sa seule présence altérait l'atmosphère de la pièce. Il jeta un coup d'œil aux livres soigneusement rangés, à la courte pointe pliée sur le lit, au sac de voyage vidé dans un coin. Ses yeux revinrent vers moi. « Vous détestez que je les ai apportés ici, » dit-il calmement. Je déglutis. « Ce sont les miens. Ils n'ont pas leur place ici. Rien de tout cela n'a sa place ici. » Il entra, refermant la porte derrière lui d'un clic sourd. Et pourtant, ils sont là, et vous êtes là. Mon souffle se coupa, vif et coléreux. Je n'ai pas choisi ça, n'est-ce pas? Son ton n'était pas moqueur, juste d'un calme exaspérant. Vous êtes monté dans ma voiture. Vous avez franchi ma porte. Vous n'avez pas résisté quand les grilles se sont fermées. J'avais froid, j'étais malade, je pensais que je mourrais dehors. Son regard s'adoucit imperceptiblement, et, si je ne vous avais pas arrêté, vous auriez pu l'être. Le feu en moi vacilla, car la vérité pesait lourdement entre nous. Une partie de moi avait été reconnaissante lorsque cette porte s'était ouverte, quand la chaleur avait remplacé la tempête. Je secouais violemment la tête. Vous ne pouvez pas inverser les rôles, vous avez fait de moi une prisonnière. Adrien s'approcha. Il ne se déplaçait pas comme les autres hommes, sans pas inutile, sans hésitation.
Il s'assit sur la chaise en face de moi, les coudes légèrement posés sur les genoux, les yeux rivés aux miens. « Vous sentez-vous prisonnière, Émilie » Sa voix était basse, persuasive. « Oui, » répliquai-je aussitôt, bien que mon cœur fût assailli d'incertitude. Sa bouche s'incurva, pas tout à fait un sourire. Et pourtant, pas de chaînes, pas de barreaux. Vous arpentez ces couloirs, vous mangez à ma table, vous dormez dans de la soie. Est-ce une prison ou une protection? La question resta suspendue entre nous comme une lame. Ma gorge se serra. Pourquoi est-ce important pour vous? Il s'adossa, m'étudiant comme si j'étais une énigme que seul lui pouvait résoudre. Parce que votre père comptait pour moi, parce que vous comptez. Je ris d'un rire aigu et amer, bien que le son se brisât dans ma poitrine. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais suffisamment, dit-il doucement. Le silence s'étira, lourd de vérité tacite. Mon pouls s'accéléra. Ses yeux ne fléchirent pas, sombres et stables, m'attirant comme un courant auquel je ne pouvais résister. Et puis, sans prévenir, il tendit la main. Ses doigts effleurèrent mon poignet, juste au-dessus du bracelet. Le contact fut électrique. Un feu s'élança dans mon bras. Je me reculai, le souffle coupé. Non, mais le mal était fait. L'étincelle persistait, chaude et dangereuse, comme si une partie de moi avait trahi le reste. « Je ne veux pas être ici », murmurai-je, bien que mes mots sonnassent faux à mes propres oreilles. « Vous ne voulez pas admettre que vous avez votre place ici », corrigea-t-il. Avant que je ne puisse répliquer, un son déchira l'air, un craquement sec, du verre brisé. Puis un autre, plus fort, plus proche. L'expression d'Adrien se durcit instantanément. Il se leva d'un mouvement fluide, son calme faisant place à une concentration mortelle. « Restez ici !» ordonna-t-il. Ma poitrine se serra. Que se passe-t-il? Un autre son, cette fois-ci indubitable, des coups de feu. Le mur trembla légèrement, un lustre s'entrechoquant au-dessus de ma tête. Quelque part dans le couloir, des voix aboyaient au désordre, des pas lourds résonnaient sur le marbre. Adrien était déjà à la porte lorsque Dmitri apparut. Un pistolet à la main, son expression gravée dans la pierre. « Brèche dans l'aile est !» dit Dmitri, son accent épais et haché. « 2 véhicules à la porte, ils sont armés. » Mon sang se figea. Véhicule armé, brèche. La mâchoire d'Adrien se raidit. « Mettez-la en bas !» Les yeux de Dmitri se posèrent sur moi, illisibles maintenant. Non, je me levai brusquement, la panique me serrant la gorge. Que se passe-t-il? Qui? Les familles? Adrien me coupa, sa voix tranchante, impitoyable. Ils sont venus pour vous. Mes genoux faillirent se plier. Pour moi? Allez, aboya Dmitri, traversant la pièce en 2 enjambées. Sa main me saisit le bras, sans cruauté, mais inflexible. Le regard d'Adrien se fixa sur le mien, sombre et brûlant. Ne le combattez pas, ne courez pas. Vous vivrez si vous écoutez. Puis il disparut, s'engouffrant dans le couloir vers les coups de feu. Dmitri m'entraîna hors de la pièce, sa poigne de fer autour de mon bras. Le manoir, qui semblait si calme auparavant, rugissait désormais de chaos, bruit de bottes, cris résonnants, le cliquetis lointain des coups de feu ricochant sur les murs de pierre. « Où allons-nous » exigeai-je, ma voix aigrelette. « Chambre forte » grommela Dmitri, « au sous-sol. » Je trébuchai dans le couloir, manquant de me prendre les pieds dans le long ourlet de soie de la robe empruntée. Mon cœur heurtait mes côtes, chaque battement plus fort que le précédent. Au détour d'un coin, j'aperçus à travers une haute fenêtre des silhouettes en noir, franchissant le mur extérieur, des armes étincelant dans la pénombre. Mon estomac se souleva. Ils n'étaient même pas après Adrien. Ils n'étaient pas après son empire. Ils étaient après moi. Dmitri me poussa dans un escalier, chaque marche résonnant comme le tonnerre. L'air devint plus froid, plus humide, les murs se rétrécissant. Nous atteignîmes une porte d'acier au bout du couloir. Dmitri composa un code, le verrou se déverrouilla. Il me poussa à l'intérieur. La pièce était sombre, des murs dépouillés, un lit de camp, des étagères remplies de provisions. Pas de fenêtre, seulement le silence. « Restez ici !» ordonna Dmitri, se retournant déjà vers le chaos. « Attendez !» ma voix se brisa. « Et Adrien ?» Dmitri marqua une pause, la main sur la porte. Son expression ne s'adoucit pas, mais ses yeux contenaient quelque chose que je ne pouvais définir. « S'il tombe !» dit Dmitri calmement. « Tout cela n'aura plus d'importance. » La porte se referma. Le verrou s'enclencha avec une finalité qui me coupa le souffle. Seule, tremblante, je m'affalai sur le lit de camp, serrant le bracelet à mon poignet. Les sons d'en haut, coups de feu, cris, le fracas du verre brisé, résonnaient faiblement à travers le plancher. Chacun d'eux était un rappel que mon monde n'était plus le mien.
Adrien m'avait averti, les familles n'attendraient pas. Et maintenant, elles étaient là. Le silence était le pire. Ce n'était pas un vrai silence, pas tout à fait. La pièce bourdonnait légèrement du souffle de la ventilation, et au-dessus de moi, des bruits sourds lointains secouaient le plafond, comme des poings rageurs frappant sur le couvercle d'un cercueil. Mais comparé au chaos que je venais de traverser, les cris, les coups de feu, le fracas du verre, ce sous-sol ressemblait à la tombe même. Je me recroquevillais sur le lit de camp, les bras enroulés autour de mes genoux, chaque muscle de mon corps si tendu que je pensais que je pourrais me briser. Ma gorge brûlait du besoin de crier, mais ma voix restait prisonnière en moi. Mon attention se fixa sur le bracelet. Les saphirs captaient si faiblement la lumière tamisée, la gravure du nom Carter scintillant à chaque reflet. Il semblait délicat, si fragile, comme un bijou ancestral ou une pièce de musée. Pourtant, son poids m'oppressait, lourd comme le fer. Je le tournais et le retournais, cherchant à démêler la vérité de son métal froid. Les voix à l'extérieur s'intensifièrent, se rapprochant. J'entendis des ordres aboyés dans une langue inconnue, du russe peut-être, ou un dialecte plus âpre, gorgé de consonnes et de fureur. Puis des coups de feu, plus sonores encore. Je tressaillis si violemment que je culbutais du grabat, mes genoux heurtant le sol de béton. Je pressais mes paumes contre mes oreilles, mon cœur battant la chamade. Mais le vacarme perça, coup après coup, des détonations sèches. Puis le silence. Des minutes s'écoulèrent, ou des heures. Le temps avait perdu toute signification. Mon esprit vagua vers mon ancien appartement. La peinture écaillée du miroir de la salle de bain. Le radiateur qui sifflait comme une bête vivante. L'odeur de moisi qui imprégnait le mur à chaque averse. Cet endroit était un enfer, mais c'était le mien. Et ici, j'étais enfermé dans une cage d'acier, attendant qu'un étranger décide de ma survie ou de ma mort. C'est la faute de ton père. Cette pensée amère et intruse s'imposa. Il est parti. Il a fui. Et maintenant, c'est toi qui es traqué pour des dettes que tu n'as jamais contractées. Des larmes brouillèrent ma vision, mais je refusais qu'elles coulent. Si les murs écoutaient, et je savais, au plus profond de mon être, qu'ils le faisaient, je ne donnerais pas à Adrien la satisfaction de me voir sombrer. Alors le silence. Non pas le chaos étouffé auquel j'étais habitué, pas les pas lourds résonnant au-dessus de ma tête, juste le calme. Ma poitrine se serra. Le silence pouvait annoncer la victoire, ou la mort. La serrure tourna. Je reculai, mon cœur cognant. La porte d'acier s'ouvrit. Adrien se tenait là, encadré par l'ouverture. Sa chemise blanche était maculée de sang. Était-ce le sien? Je ne pouvais le dire. Sa veste de costume avait disparu, sa cravate jetée. Son visage portait une coupure le long de l'os de la joue, la peau à vif et rouge, mais ses yeux brillaient d'une intensité inégalée. Il entra et referma la porte derrière lui. L'air changea instantanément. « Tu es vivant !» murmurai-je, détestant la vague de soulagement qui m'envahissait. Sa bouche esquissa un léger sourire. « As-tu douté ?» Ma voix se brisa. « Ils étaient là pour moi, n'est-ce pas ?» Son silence fut une réponse suffisante. Je m'agrippais au bord du grabat si fort que mes jointures blanchirent. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi prendre un tel risque pour moi? Adrien s'accroupit, ses mains ensanglantées posées lâchement sur ses genoux, son regard à mon niveau. Même meurtri, même brutalisé, il rayonnait de maîtrise. Parce que ton nom n'est pas Carter, c'est Carter. Et dans notre monde, les noms sont plus dangereux que les balles. Je secouai violemment la tête. Ça n'explique pas pourquoi ils veulent me tuer. Ils ne veulent pas ta mort, dit Adrien doucement. Et d'une certaine manière, c'était pire. Ils veulent te posséder, s'approprier ce que tu incarnes, faire de toi un pion. Je ne suis pas. Tu l'es, me coupa-t-il, sa voix tranchante. Que tu l'acceptes ou non, le sang ne demande pas. Le sang commande. Le bracelet scintilla entre nous. Il tendit la main, l'effleurant d'un doigt, y laissant une traînée écarlate. Ton père a essayé d'effacer ça. Il a fui. Il a cru pouvoir se libérer, mais les vieilles dettes ne disparaissent pas, Émilie. Elles prennent de l'intérêt. Ma gorge se serra. Quelle dette? Qu'a-t-il fait? Le menton d'Adrien se contracta. Pour la première fois, je vis une hésitation fugace dans ses yeux. Il a volé quelque chose. Quoi? Le regard d'Adrien s'assombrit, impénétrable. Ce n'est pas pour ce soir. Je voulais crier, le secouer jusqu'à ce que la vérité éclate. Mais je ne pouvais détacher mes yeux de lui, de sa chemise ensanglantée, de ses mains à vif, de la cicatrice légère au-dessus de son sourcil. Il ressemblait à un homme qui venait de tuer pour moi.
Un homme qui le ferait encore. La peur se mêlait à autre chose, quelque chose de plus ardent, de plus dangereux. Je me détestais de le ressentir. Adrien se leva lentement, son ombre s'étirant à travers la pièce. « Repose-toi, Émilie. Demain, je t'en dirai davantage. » Il se dirigea vers la porte. « Attends !» Ma voix était à peine audible. « Et si je ne veux pas savoir ?» Il marqua une pause, la main sur la poignée. Il ne se retourna pas en parlant. Alors, l'ignorance t'ensevelira plus vite que n'importe quelle balle. La porte se referma, et pour la première fois, je compris. La tempête à l'extérieur du manoir n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Je ne dormis pas cette nuit-là. Même après que les bruits de la bataille se soient estompés, que les cris et les coups de feu soient devenus des fantômes dans les murs de pierre, je restais éveillé sur le grabat, les yeux fixés sur le plafond de la pièce sécurisée. Le silence était pire que le chaos. Il laissait les questions s'infiltrer. Au matin, lorsque la porte d'acier s'ouvrit, mon corps était raide, mon esprit à vif. Dimitri se tenait là, l'expression impénétrable, une échymose naissante sous les yeux. Il ne dit rien, se contentant de me faire signe de le suivre. Mes jambes étaient lourdes comme du plomb en montant les escaliers. Le manoir portait les cicatrices de la nuit. Des éclats de verre, des impacts de balles gravés dans le plâtre, l'odeur de la poudre à canon imprégnant l'air. Le personnel se mouvait silencieusement à travers les débris, nettoyant comme si la guerre était une routine. Dimitri me reconduisit au solarium. La lumière du soleil se déversait à travers le plafond de verre, doré et impitoyable. La même table que la veille attendait, mais cette fois, une seule chaise se trouvait face à Adrien. Il y était déjà, dans un costume sombre, net et impeccable, comme si le sang de la nuit précédente ne l'avait jamais touché. Seule la coupure le long de sa pommette restait, désormais suturée avec soin, un rappel qu'il avait combattu et survécu. « Assieds-toi », dit-il, sa voix calme, mais absolue. J'obéis, bien que chaque muscle protestât. Pendant un long moment, il ne dit rien. Il versa du vin dans un verre en cristal, le son résonnant dans le silence. Puis, il le fit glisser vers moi. Je n'y touchais pas. « Tu crois que je suis ton geôlier ?» dit-il enfin, ses yeux fixés sur les miens. « Mais la vérité est plus simple. Je suis la seule barrière entre toi et ceux qui te déchireraient pour ce que ton nom représente. » Ma gorge se serra. « Alors, laisse-moi partir. Rends-moi ma vie. »« Tu n'as pas de vie à retrouver. » Son ton trancha comme l'acier. « Ton appartement est vide. Ton poste est déjà pourvu. Les familles se connaissent dès ton nom. Penses-tu pouvoir disparaître en enchaînant les petits boulots et les trajets en bus maintenant ?» La colère flamba dans ma poitrine. « Ce n'était pas à toi de décider. »« Non, » concéda-t-il en se penchant en arrière. « C'était la décision de ton père, il y a des années, quand il a fui. Et ce fut la mienne la nuit où je t'ai tiré de la pluie. Ce qui reste, c'est ton choix. » Ses yeux s'assombrirent. « Ton destin. » Les mots se logèrent dans ma poitrine comme une pierre. « Tu peux renoncer au nom Carter. J'organiserai ta disparition dans une nouvelle ville, de nouveaux papiers, un compte bancaire qui te mettra à l'aise jusqu'à ta mort. Tu vivras, Émilie, paisiblement, seule, toujours en te retournant sur ton épaule. » Je fermai les yeux. L'image de l'exil se formait trop clairement. Un petit appartement, un autre radiateur qui siffle, un autre travail où je souriais pour des pourboires, mais cette fois avec des ombres à chaque coin me demandant s'il m'avait retrouvé. « Et l'autre option ?» demandai-je, ma voix frêle. Le regard d'Adrien s'aiguisa. « Tu restes, tu apprends. Tu revendiques ce qui t'appartient, tu prends ta place à mes côtés, et les familles s'inclineront devant ton nom au lieu de le traquer. » La pièce vacilla, mon pouls martelait dans mes oreilles. « Je deviendrai comme toi, » murmurai-je. Ses lèvres se courbèrent à peine. « Non, tu deviendras plus que moi. » Je secouai violemment la tête. « Je ne veux pas de pouvoir, je ne veux rien de tout ça. »« Ne le veux-tu pas ?» Sa voix était basse, dangereuse. « Ne veux-tu pas cesser de lutter ? Ne plus jamais compter les centimes pour le loyer, ne plus jamais rentrer chez toi sous la pluie, invisible, oublié. » Ma poitrine se souleva et s'abaissa en souffle saccadé. Car oui, Dieu m'est témoin. Oui, une partie de moi aspirait à cela. Adrien se leva lentement, contournant la table jusqu'à se tenir derrière moi. Je me raidis alors que sa main effleurait mon épaule, légère mais brûlante. « Tu as peur de moi ?» murmura-t-il, son souffle chaud contre mon oreille. « Mais tu sais aussi !» Ses doigts glissèrent le long de mon bras, s'arrêtant juste au-dessus du bracelet. « Ah ! Que personne ne t'a jamais vu comme moi. » Je frissonnais, tiraillé entre l'envie de me recroqueviller et celle de m'abandonner à son toucher. « Adrien !» Ma voix était un chuchotement à peine audible. Il se pencha plus près, ses lèvres près de ma tempe.
Dis le mot et j'effacerai tout. Tu te réveilleras demain dans un vol vers une autre vie. Pas de bracelet, pas de nom, pas de chaîne. » Je me tournai, mon visage à quelques centimètres du sien. Ses yeux brûlaient, sombres et infinis, m'attirant. « Et si je reste ?» demandai-je. Sa bouche esquissa le plus léger des sourires. « Alors tu deviendras le feu. » L'espace entre nous pulsait. Mon corps se pencha en avant que mon esprit ne puisse l'arrêter, mes lèvres s'entr'ouvrant au souffle que je ne pouvais retenir. Sa main inclina mon menton, lente, délibérée. Le monde se réduisit à l'effleurement de son pouce sur ma peau. La proximité de sa bouche, l'électricité qui étincelait dans l'air entre nous. Et puis, il recula. La perte fut une blessure. « Tu n'es pas prête, » dit-il doucement, bien que ses yeux trahissent une tempête. « Quand tu décideras, ce devra être avec certitude, car une fois que tu auras choisi, il n'y aura pas de retour. » Il s'éloigna, me laissant tremblante sur la chaise, ma peau brûlante là où il m'avait touché. Pour la première fois, je compris ce qui me terrifiait le plus. Ce n'étaient pas les familles à l'extérieur, ce n'étaient pas les dettes que mon père avait laissées. C'était la possibilité que je puisse choisir Adrien non par peur, mais par quelque chose de bien plus dangereux. Le manoir ne trembla pas cette fois, il rugit. La nuit s'ouvrit sur le crépitement des mitrailleuses, les fenêtres s'entrechoquant dans leur cadre comme si la maison elle-même craignait l'effondrement. Je me réveillai le cœur battant à tout rompre, le bracelet lourd à mon poignet, le goût de la fumée déjà dans l'air, puis vinrent les voix, des cris dans le couloir. Les ordres aboyés de Dimitri, le claquement indescriptible des balles déchirant le marbre. Je trébuchai du lit alors que la porte s'ouvrait en éclats. Dimitri fit irruption, son pistolet dégainé, le visage sombre. « Ils sont là !» claqua-t-il. L'aile est entière et percée. Mon sang se glaça. « Encore ?»« Non, pas encore, » dit-il en me tirant par le bras. « C'est la guerre. » Le couloir à l'extérieur était plongé dans le chaos. Des hommes en costume noir se déplaçaient avec une précision brutale, ripostant alors que des ombres jaillissaient des fenêtres brisées. L'odeur âcre de la poudre à canon me brûlait la gorge. Plus profondément dans la demeure, les flammes dansaient sur les rideaux, crépitant comme des rires moqueurs. La maison d'Adrienne, cette forteresse que je pensais imprenable, saignait. Dimitri me tirait vers l'escalier, mais mon corps refusait d'obéir. Mes jambes étaient figées, ma voix écorchée alors que je criais par-dessus les coups de feu. « Où est-il » Dimitri ne répondit pas. « Où est Adrien » hurlai-je. Comme invoqué, une silhouette émergea de la fumée à l'autre bout du couloir. Il semblait sculpté dans le chaos. Sa chemise était déchirée. Du sang maculait son flanc, un pistolet à la main. Sa présence était une gravité à part entière, m'attirant vers lui, même si le monde s'écroulait autour de nous. Émilie. Mon prénom dans sa bouche était un ordre, une supplication, une promesse. Il tira 2 fois sans ralentir. 2 hommes s'effondrèrent avant de pouvoir lever leurs armes. Quand il m'atteignit, sa main agrippa mon bras avec l'ardeur du feu. « Tu devrais être en bas » grogna-t-il, les yeux flamboyants. « Je ne me cacherai pas » répliquai-je, ma voix tremblante mais claire. « Plus maintenant. Ce n'est pas ton combat. C'est déjà le mien, dis-je, parce que je le choisis, parce que je te choisis. » Pendant une seconde, la tempête dans ses yeux s'apaisa. Son souffle se coupa, sa mâchoire se serra. Et dans ce bref instant de silence, la vérité brûla plus fort que les flammes. Il tenait à moi. Il tenait suffisamment à moi pour saigner, pour se battre, pour se déchaîner. Puis le couloir explosa. Une grenade roula sur le marbre avec un claquement. Adrien jura, me poussant violemment contre la poitrine de Dimitri, alors que l'explosion déchirait le monde. Une chaleur intense me brûla la peau. Le verre pleuvait comme des couteaux, et le couloir s'emplit de feu. Je criai son nom, mais la fumée l'engloutit entièrement. Les bras de Dimitri m'enserraient, me traînant vers la cage d'escalier. Il m'ordonna de ne pas bouger. Je luttais de toutes mes forces. Je ne le quitterai pas. À travers le brouillard, je le vis. Adrien, se relevant des décombres, du sang s'écoulant d'une nouvelle entaille le long de sa tempe. Il chancela, puis se redressa, son arme levée, sa volonté intacte. Je me libérai de Dimitri et courus vers lui. Des balles fusèrent, l'une brisant un miroir, une autre faisant jaillir des étincelles sur la pierre près de mes pieds. Je m'en moquais. Mon corps agissait avant que la peur ne puisse me rattraper. Quand je l'atteignis, mes mains trouvèrent son visage chaud de sang et de feu. « Tu ne peux pas faire ça seul !» étouffai-je. Sa main serra la mienne, farouche, inflexible. « Je n'ai jamais été seul !» dit-il. Ces mots brisèrent le dernier mur entre nous. Sa bouche s'écrasa sur la mienne, rugueuse et désespérée. Un baiser né non de la romance,
mais de la survie, de la fureur, du besoin. Le monde brûlait autour de nous, et pourtant la seule chose que je sentais, c'était lui, son souffle, sa prise, son feu. Quand il se détacha, son front pressé contre le mien, sa voix était rauque. « Maintenant tu es à moi, pour la vie ou pour la mort. » Avant que je ne puisse répondre, le cri de Dimitri transperça la fumée. « Il recule !» Les coups de feu s'estompèrent, puis s'éteignirent. La dernière silhouette masquée se retira dans la nuit, laissant derrière elle silence et désolation. L'aile était détruite, l'air imprégné de sang et de cendres. Le manoir gémissait comme s'il pleurait ses blessures, et Adrien vacilla là où il se tenait. Mes bras se tendirent, le rattrapant alors que ses genoux fléchissaient. Son poids m'entraînait vers le bas, mais je refusais de le laisser tomber. Son sang s'infiltrait dans mes vêtements empruntés, chauds et incessants. « Adrien, suppliai-je, ma voix brisée, reste avec moi. » Ses yeux trouvèrent les miens à travers le voile, sombre et lourd. Sa main se leva faiblement, effleurant le bracelet à mon poignet. « Tu as choisi, » murmura-t-il à peine. « Tu t'en souviens ?» Puis ses yeux se fermèrent. Je criai son nom, le serrant contre moi alors que Dimitri se précipitait, hurlant. Des médecins, des brancards, n'importe quoi. Le manoir grouillait de ses hommes, les voix urgentes, les pas précipités. Mais je n'entendais que les battements de mon cœur, frénétiques et brisés, alors que je tenais Adrien contre moi. Je l'avais choisi, et maintenant, je devais me battre pour le maintenir en vie. La fumée persista longtemps après que le dernier coup de feu se soit tu. Elle s'accrochait au mur, s'installait dans les rideaux, brûlait mes poumons à chaque inspiration. Le manoir était marqué. Des impacts de balles dans le marbre, des lustres brisés jonchaient le sol, des flammes sifflaient encore tandis que le personnel s'affairait avec seaux et extincteurs. Mais rien de cela n'avait d'importance. Tout ce que je voyais, c'était Adrien, pâle et lourd dans mes bras, son sang maculant mes mains. « Reste avec moi » chuchotai-je, le berçant contre moi, tandis que le chaos tourbillonnait autour de nous. « N'ose surtout pas me quitter maintenant. » Dimitri s'agenouilla près de nous, pressant un linge sur le flanc d'Adrienne. Son visage, toujours si impénétrable, se crispa d'une sorte de désespoir. « Il a besoin du médecin maintenant. » Les soignants arrivèrent, leurs voix nettes, leurs mains rapides. Ils soulevèrent Adrien sur une civière, mais ses doigts s'accrochèrent aux miens, refusant de lâcher prise. Je trébuchais à leur côté, refusant de briser le lien fragile entre nous. Ils le portèrent dans une pièce que je n'avais jamais vue auparavant. Des murs de pierre, une longue table en chêne transformée en surface d'opération. Le docteur murmurait des ordres, sortant des fournitures de ses mallettes en cuir, travaillant avec une efficacité brutale. Je restais au chevet d'Adrienne, ma main serrée dans la sienne, le cœur battant à tout rompre. « Émilie, » dit Dimitri derrière moi, sa voix ferme. « Vous devriez partir. Ceci ne sera pas. » Je ne le quitte pas. Ma voix était calme pour une fois. Dimitri ne discuta pas. Les heures se fondaient en minutes, ou les minutes en heures. Je ne saurais le dire. Je ne connaissais que le son de la respiration d'Adrienne, superficielle mais régulière, et la chaleur de sa main dans la mienne. Lorsque le docteur se redressa enfin, la sueur au front, il murmura « Il va vivre. Il est trop têtu pour ne pas le faire. » Un soulagement si intense me submergea que mes genoux faillirent plier. La pièce se vida, ne laissant que nous. Je m'assis près du lit où il l'avait allongé, brossant des mèches humides de son front. Dans son sommeil, il paraissait plus jeune, moins inaccessible. Les lignes nettes du pouvoir et du contrôle s'adoucissaient, révélant l'homme sous l'armure. Je me penchai, chuchotant dans le silence. « Tu me terrifies, Adrien Carter, et Dieu me pardonne. Je crois que je t'aime pour ça. » Ses yeux s'ouvrirent. Je haletais, prise. « Tu ne devrais pas, » dit-il d'une voix rauque mais vivante. « M'aimer. Trop tard, » dis-je, les larmes coulant sur mes joues. « Tu ne peux pas me dicter ce que je dois ressentir. » Ses lèvres se courbèrent, slabo visible mais réel. « Têtu comme ton père. » Je secouai violemment la tête. « Ne me compare pas à lui. » Il ricana. « Je reste. » Quelque chose changea alors dans son regard. Quelque chose qui n'était ni le pouvoir, ni le contrôle, mais de la gratitude, de l'émerveillement, peut-être même de la peur. « Tu te lierais à moi, » murmura-t-il. « À cette vie, connaissant le danger, connaissant le prix ?»« Oui, dis-je. Absolument, car ce n'est pas le nom que je choisis, pas Carter, pas l'héritage. Je te choisis, toi. » Pour une fois, Adrien n'eut aucune réponse. Sa main se leva, tremblante, et caressa ma joue,
Son pouce essuya mes larmes. « J'ai tué pour toi, murmura-t-il. Je brûlerai cette ville pour toi, mais ça… » Ses yeux se fixèrent sur les miens, sombres et infinis. C'est la première fois que je vis pour quelqu'un. Le souffle me manqua. Mon cœur battait la chamade, non par peur, mais par la vérité de ses mots. Je me penchai, et cette fois le baiser ne fut ni désespéré, ni féroce. Il fut lent, tendre, le genre qui apaise au lieu de brûler. Ses lèvres avaient un goût de sel et de fumée, mais en dessous se trouvait quelque chose de pur, quelque chose de mien. Quand nous nous séparâmes, son front reposait contre le mien. « Reste !» chuchota-t-il. « Je le ferai, promis-je. Pas à cause du nom Carter, pas à cause de mon père, à cause de nous. » Dehors, l'aube se levait. Des lumières pâles filtraient à travers les fenêtres brisées, illuminant des ruines qui ressemblaient moins à une perte qu'à une survie. La maison tenait toujours, nous tenions toujours. Et pour la première fois, je ne me sentais ni emprisonné, ni pourchassé, mais libre, parce que j'avais choisi non l'invisibilité, non l'exil, non la peur, mais l'amour. La main d'Adrien trouva la mienne, nos doigts s'entrelacèrent, plus fort que le sang, plus fort que l'héritage, plus fort que la tempête. Et à cette aube, au milieu des cendres et du silence, je savais que quelles que soient les batailles qui nous attendaient, quels que soient les secrets qui restaient, nous les affronterions ensemble, non pas comme une prisonnière et son geôlier, non pas comme une héritière et son protecteur, mais comme deux âmes qui s'étaient trouvées dans le feu et refusaient de se lâcher. Et c'est la fin de la première partie de cette histoire. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un j'aime. Et si vous souhaitez entendre la deuxième partie, abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi de quel coin du monde vous l'écoutez. J'adore que vous interagissiez dans les commentaires. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.